En Ukraine, 2 personnes ont été tuées et plus d'une douzaine d'autres blessées lors d'une frappe russe menée dans la nuit de jeudi à vendredi sur la ville portuaire d'Odessa, selon les autorités locales. Le service national des situations d'urgence de l'Ukraine a fait état de dommages sur plusieurs immeubles résidentiels et infrastructures civiles qui ont entraîné d'importants incendies. Les autorités ont également signalé qu'un drone russe avait frappé un navire marchand battant pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis alors qu'il se dirigeait vers le port d'Odessa. Dans le même temps, aux États-Unis, une œuvre symbolique composée de 20 000 ours en peluche a été installée mercredi sur le National Mall à Washington. Cette installation vise à représenter les quelques 20 000 enfants ukrainiens qui auraient été enlevés par les forces russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Next to me, here on this wall, you see teddy bears. They're a symbol of childhood and innocence, a very thing that makes a child feel safe when they're scared. But each of these teddy bears represents a child who has not only had their innocence stolen from them, but their identity. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, près de 2100 enfants enlevés ont déjà été rendus à leurs proches grâce à l'initiative Bring Kids Back Ukraine. Après la levée de 2 vétos hongrois, l'un concernant le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine et l'autre portant sur le 20e train de sanctions contre la Russie, la plus haute diplomate européenne, Kaja Kallas, s'est penchée pour Euronews sur la nature du veto, fréquemment utilisé par le Premier ministre hongrois sortant Viktor Orbán, aux grandes dames de nombreux dirigeants européens. We have seen recently that actually, when 26 countries want something and one doesn't, then we do what this one wants to do, not what 26 want to do. So it's not really democracy. And we definitely have to also look into our working methods to be more effective, because in this geopolitical world, we need to be credible, and by that we need to be united and able to make decisions. Le nouveau gouvernement en Hongrie pourrait également signifier une avancée dans les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. It's very often projected that what all these countries get when they get to the European Union. But actually we need to talk about what do we also benefit from these countries joining. A bigger Europe, a stronger Europe in terms of defense, in terms of also bigger single market that benefits our companies, that makes us more credible geopolitical power in the world. So it is always a geopolitical choice, and we need to work with our public opinion. But is there a risk that the European Union will not fulfill the big promise that it has made to Ukraine? I hope it's not the case. We are working for this fulfillment because it is, like I said, we also need Ukraine in Europe to be stronger when it comes to defense, for example. They are the strongest defense force that there is in Europe right now. I mean, and Europe would be stronger also if Ukraine would be with us. Le Premier ministre estonien Kristen Michal plaide pour l'interdiction à vie d'accès à l'espace Schengen aux soldats russes ayant pris part à la guerre en Ukraine. Tallinn estime que l'intensification des efforts du Kremlin pour soutenir son offensive et reconstituer ses pertes sur le champ de bataille accroît le risque que d'anciens combattants menacent l'UE même après la fin des hostilités. What will those people do? Most of them are criminals, but they have to be treated as heroes inside Russia. So, once again, I would ask everybody that, do you want these guys near to your home? No, you don't. So that's why you have to ban them for life from Schengen. L'Estonie a déjà interdit l'accès à son sol à près de 1300 combattants russes, a indiqué Kristen Michal. Compte tenu des effectifs très importants dont dispose la Russie, le ministre cherche désormais à faire de cette mesure une politique appliquée à l'échelle de l'Union européenne et a obtenu le soutien de plusieurs États membres. Lors du sommet du Conseil européen du mois de mars dernier, cette proposition a été intégrée aux conclusions de la réunion. Ce dimanche 26 avril marquera le 40e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Un drame toujours vivace dans la mémoire collective européenne. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, l'arsenal de pression militaire de Moscou s'est élargi pour inclure des frappes contre des centrales nucléaires.
Le 14 février 2025, un drone russe a transpercé l'enveloppe protectrice recouvrant le sarcophage du réacteur numéro 4 de Tchernobyl. Pour le physicien français Bernard Laponche, les événements de ces 4 dernières années plaident en faveur de l'abandon de l'énergie nucléaire. Tchernobyl, ce n'était pas une raison militaire. Fukushima, ce n'était pas une raison militaire. Three Mile Island, ce n'est pas des actions militaires. Donc, c'est intrinsèquement ces installations, soit les centrales, soit les usines de combustible, sont dangereuses. Pour ces raisons-là, c'est-à-dire la sécurité nucléaire et le risque aussi en cas de conflit, on devrait arrêter l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité. L'Ukraine occupe la 10e place sur les 30 pays au monde qui produisent de l'énergie nucléaire. Outre Tchernobyl, le pays compte 4 centrales nucléaires en service, totalisant 15 réacteurs. La centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est à l'arrêt depuis qu'elle a été occupée par la Russie en mars 2022. Bernard Laponche souligne que cette centrale combine plusieurs facteurs de risque. Il n'y a pas de retraitement des combustibles, c'est-à-dire que le déchet nucléaire, c'est les combustibles qui sont entreposés dans des piscines, les premières piscines qui sont proches du réacteur. Ces combustibles irradiés sont très chauds et très radioactifs, donc il faut qu'ils soient refroidis. Et on sait que c'est un problème en Ukraine, cette question du refroidissement, parce qu'il y a eu la destruction d'un barrage. S'il y a des bombes ou des drones qui tombent sur des piscines ou des stockages de combustible irradié, et le résultat sera qu'il y aura une émission de radioactivité. Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a complètement cessé d'utiliser du combustible nucléaire provenant de Russie. Mais la situation est tout autre en Europe occidentale. La France en particulier considère le nucléaire comme une telle priorité qu'elle en fait un argument pour maintenir ses relations avec Moscou. Le nucléaire transgresse les lois normales. C'est-à-dire qu'on continue à trafiquer avec les Russes sur le nucléaire, alors qu'on ne devrait pas le faire du fait de cette guerre. Mais le nucléaire se dispense du respect des lois internationales. Emmanuel Macron et Kyriakos Mitsotakis à Athènes pour une rencontre à tonalité sécuritaire. Le président français et le Premier ministre grec doivent y renouveler l'accord initial de partenariat stratégique signé en septembre 2021 à Paris. L'accord, qui comprend une clause de défense mutuelle, pourrait cette fois-ci prévoir une reconduction tacite. Η επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα δεν είναι απλά εθιμοτυπική. Η ελληνογαλλική συνεργασία αναβαθμίζεται ουσιαστικά. Πέρα από την άμυνα, που είναι ο κεντρικός άξονας, με ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής υποστήριξης, με εξοπλιστικά προγράμματα, η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών αφορά και άλλους τομείς. Parmi les secteurs concernés, l'économie, l'innovation ou encore la protection civile. Mais l'essentiel reste bien la défense. Alors que la France a livré en janvier dernier la première des 4 frégates Bellara achetées par la Grèce, selon le quotidien Les Échos, Paris pourrait négocier avec Athènes la cession d'une dizaine d'avions de combat Mirage grecs à l'Ukraine contre la vente de Rafale 9 à la Grèce. Στόχοι αυτής της συνάντησης είναι συγκεκριμένοι. Πρώτον, αναβάθμιση της στρατηγικής συμμαχίας. Δεύτερον, πολυεπίπεδη συνεργασία. Τρίτον, δυνατό μήνυμα ισχύος στην περιοχή, δηλαδή στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου υπάρχουν πολλές προκλήσεις αλλά και εντάσεις. Ελλάδα και Γαλλία μαζί θέλουν να αφήσουν εδώ στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας, ένα δυνατό αποτύπωμα. Cette visite du président français devrait confirmer la convergence stratégique entre Athènes et Paris, renforçant le rôle de la Grèce dans une période géopolitique critique pour l'Europe. Des milliers de personnes ont défilé jeudi soir dans les rues d'Erevan pour commémorer les quelques 1,5 million d'Arméniens tués par l'Empire ottoman turc en 1915. Alors que le Parlement européen et plus de 30 pays à travers le monde ont qualifié ces massacres de génocide, les Arméniens continuent de se battre pour obtenir une reconnaissance internationale plus large.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu était à Marseille vendredi pour exprimer la solidarité continue de la France avec l'Arménie. L'Arménie a survécu. Elle vit au cœur et au creux de nos cœurs. Mesdames et messieurs, si l'Arménie a survécu, elle vivra. La France est toujours à ses côtés. De nombreux Arméniens sont vivement opposés aux récentes mesures prises par leur pays en vue d'une normalisation des relations avec la Turquie, alors qu'Ankara n'a toujours pas reconnu le génocide. Certains manifestants ont même brûlé des drapeaux turcs pendant les rassemblements de jeudi. L'Arménie et la Turquie n'entretiennent aucune relation diplomatique et leur frontière terrestre est fermée depuis 1993. Mais ces dernières années, les deux gouvernements ont montré des signes de rapprochement. En 2021, Ankara et Yerevan ont nommé des envoyés spéciaux pour tenter d'engager une réconciliation. C'est une image saisissante qui a fait vibrer Buenos Aires. Le célèbre prêtre DJ portugais Guilherme a transformé la capitale argentine en une gigantesque nef électro. Devant une marée humaine de 120 000 personnes, la star des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne a enchaîné ses morceaux mélangés à des citations pontificales. Il a rappelé que la musique permettait à tous de communier. Se é possível viajarmos juntos na pista de dança, então também é possível viajarmos juntos fora dela. Au-delà de la performance, l'événement célébrait avant tout la mémoire du pape François et une bénédiction de Léon XIV a aussi été diffusée sur les écrans géants.